Azul Filaouen, bonsoir, salam alaikum. On change aujourd'hui, je suis là. Dans un message attribué au président de la République à l'occasion de la Journée nationale de la presse, un message dans le même ordre d'idées que ses précédents messages à d'autres occasions. Il était question du contexte dans lequel l'Algérie se trouve, un contexte régional où se multiplient les conflits et les groupuscules terroristes, surtout des facteurs qui menacent notre société. Dans ce message, l'auteur a souligné que nous avons, en l'armée nationale populaire, l'AMP, une armée dévouée au service de la patrie et de ses missions constitutionnelles. Pour l'auteur de cette lettre, l'immunisation de l'Algérie contre les risques externes implique un front populaire pétri du sens, du patriotisme et du souci de la préservation de l'Algérie contre tout dérapage ou atteinte. Le président donc a lié la stabilité du pays à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra le mois d'avril prochain. En ce sens, il a affirmé: nous devons être attachés à notre intégrité territoriale et soucieux de la protection de notre société contre les complots ou les manœuvres politiciens. Complots. Malheureusement nombreux, chaque fois que notre pays a rendez-vous avec une importante échéance électorale. Dans cette lettre, d'un côté, le pouvoir appelle les journalistes à dénoncer la corruption et les passe-droits en les assurant de la protection de Dieu, de l'État et de la loi. Et de l'autre côté, on ne manque pas de leur réserver des cellules à l'année à travers les prisons de toutes les wilayas du pays qui accueillent journalistes, blogueurs, militants, activistes et tous ceux qui portent la parole libre. Comment peut-on vivre dans une démocratie où l'exercice du pouvoir procède de la volonté du citoyen si ce dernier n'est pas libre d'exprimer sa pensée? Comment peut-il formuler sa volonté sous quelque forme que ce soit s'il n'est pas informé? Si la liberté d'expression nous est enlevée, alors, muets et silencieux, nous pourrons être conduits à l'abattoir comme des brebis, disait George Washington un jour du XVIIIe siècle. Aujourd'hui. TSA. Bouteflika demande aux journalistes de dénoncer les dérives. Par la rédaction, l'expression « Le président Bouteflika aux journalistes. Les vigiles de la République, c'est vous » par Asna Yacoub. Afrique.com. Algérie. Abdelaziz Bouteflika. Notre génération est finie. Par Hamid Malik. Lettre de Bouteflika, l'Algérie en danger, question. Du top 3 d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici Hassan Hirash, docteur en sciences économiques. Hassan Hirash, marhababi, bonsoir. Bonsoir Azul et merci pour l'invitation et bonsoir à mes amis. Merci, bonsoir. Je pense que tu as quelqu'un au téléphone. Par téléphone aussi, oui. Je le salue, je ne sais pas encore qui c'est, mais je le salue. D'accord, merci. Et Brahim qui est en face de moi, un vieil ami. Il a tout fait, ça y est. Tout à fait. Moi, je m'en retire. Alors, sur ma gauche, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Nous avons l'habitude des coups d'État. Parlons-en alors. Et par téléphone, on aura un journaliste avec nous, donc algérien bien sûr, Hassan Naït Amara. Il n'est pas encore là, je pense. Brahim Younsi, alors, lettre attribuée au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Qui écrit ces lettres? Si je le savais, je vous le dirais, mais je ne le sais pas. Le peuple a quand même le droit de savoir, de se poser la Oui, question. Est-ce que c'est vraiment Bouteflika qui écrit ces lettres? Mais le peuple, non. Qu'il écrive, non. Je crois qu'il n'a jamais écrit. Je crois que tous les chefs d'État n'écrivent pas, d'ailleurs. Ah, quoique, bon, il y en a quelques-uns. Ils les corrigent, ils corrigent. C'est rare où ils écrivent, mais ils corrigent. Et dans les grandes lignes, les grands axes. Oui, sans doute, sans doute. Mais je ne crois pas sincèrement que Bouteflika soit capable, il est malade, tout le monde le sait, qu'il ne dispose pas de ses capacités cognitives, qu'il ne dispose pas de toutes ses capacités intellectuelles. Bon, on le voit, sur le plan moteur, il fonctionne. C'est donc normal quand on voit dans la presse algérienne, presque tous les titres parlent justement de la lettre écrite par M. Abdelaziz Bouteflika. C'est là où la presse est dans la contradiction.
me semble-t-il. Parce que tantôt, ils disent que ce n'est pas lui qui gouverne, et puis on lui attribue tous les actes qu'il aurait posés. Or, nous savons que ce n'est pas toujours vrai, sinon ce n'est pas vrai. Sinon, ce n'est pas vrai. Maintenant, qui dirige, c'est une autre paire de manches. Qui dirige, c'est une autre paire de manches. Mais effectivement, qui dirige de façon claire? Selon moi, il n'y a pas de doute que cela a toujours été le cas. C'est l'armée, c'est l'état-major qui dirige, à la fois militairement et politiquement, dans la mesure où le chef d'état-major est vice-ministre. Bon, il est ministre de la Défense. Donc, il est engagé politiquement. Hassan Herj, même question. Oui, la question de qui a écrit la lettre. En fait, à chaque fois qu'on reçoit justement qu'une lettre soit publiée comme ça, on se pose ce genre de questions. Toute la presse algérienne se pose cette question, et surtout la classe politique, bien sûr. La presse algérienne, vous voulez la poser, elle ne se pose pas la question. Oui, mais derrière, quand même, derrière des gros titres, elle se pose la question. Il dit, Bouteflika a envoyé des messages, oui, voilà. etc. Bon. Oui, je crois que la presse algérienne, elle est blasée, elle n'en peut plus, elle est essoufflée de ce côté-là, parce que à la fois, on lui demande de faire son travail et en même temps, on l'empêche de faire son travail. Donc, les journalistes, c'est les femmes et les hommes les plus malheureux d'Algérie parce qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume. On leur dit de révéler un certain nombre d'affaires, de révéler la corruption, de faire des investigations. Et dès lors qu'ils commencent à le faire, ou c'est la prison, ou c'est les arrestations, ou c'est les menaces, les intimidations, la censure, ainsi de suite. Je veux dire, c'est extrêmement difficile. Moi, franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour les journalistes algériens, du moins ceux qui ne versent pas, évidemment, dans la flagornerie par rapport aux gens du régime, particulièrement au chef de l'État. Mais ceux qui, jour après jour, essayent de se battre, essayent d'aller à contre-courant de la pensée unique, à contre-courant de la langue de bois, ceux-là, franchement, ils méritent un hommage répété. Et Dieu sait que le tribut a été payé lourd. Absolument, ils continuent de le payer lourdement. On sait, beaucoup de journalistes, malheureusement, ont été éliminés physiquement, ont été éliminés aussi d'un point de vue psychologique, d'un point de vue matériel, etc. Les conditions de vie aujourd'hui des journalistes algériens est extrêmement pénible, la condition de vie. Les conditions de travail, c'est pareil, elles sont particulièrement pénibles. Il faut jouer vraiment en slalomant entre les désirata de ceux qui nous gouvernent et puis leur devoir de journalistes. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne se laissent pas abattre, il y en a qui ne se laissent pas corrompre. Et ceux-là, il faut vraiment, encore une fois, les remercier jour après jour, leur rendre hommage. Sinon, si vous voulez qu'on revienne à la lettre, c'est absolument effarant. Je veux dire, non seulement c'est la langue de bois, mais en plus, quand on lit vraiment entre les lignes, en la parcourant tout simplement. Je prends par exemple, dès le premier paragraphe, il dit « La presse algérienne a réussi, avec des moyens dérisoires, à porter haut et fort le message de la guerre de libération nationale. » Ça, c'était durant la guerre de libération. Oui, même là, d'abord, pourquoi se référer encore à la guerre de libération nationale 55 ans après et faire l'épopée du monde journalistique de l'époque, sachant que le péché originel vient de là, de la guerre de libération nationale. Quand on a assassiné à Bandramban et qu'on a titré sur Al-Moudjahid à Bandramban mort au champ d'honneur, oui. C'est le premier mensonge de la presse algérienne, officielle, et c'est le premier mensonge de l'État, et c'est le premier coup d'État, c'est le premier détournement de l'indépendance de l'Algérie. Le fleuve détourné, c'est en décembre 1957, avec cet assassinat, c'est vraiment le péché originel. Et en plus, on nous rajoute, grâce aux plumes de nos journalistes moudjahidines, où on est journaliste, où on est moudjahid. Parce que quand on est moudjahid, ça veut dire qu'on va dans le sens,
évidemment du combat, etc., qu'on ne peut pas être objectif. C'est-à-dire, lors même qu'il y a des dépassements, des dérives, même des crimes, eh ben, on ne les dénonce pas, on n'en parle pas, on les passe par pertes et profits, ou on est dans le mensonge. Donc, ça continue encore, toujours dans le même paragraphe, il ajoute « L'écho a retenti jusque dans nos montagnes ». En fait, là, on voit que Bouteflika inverse les rôles. Parce que, souvenons-nous de la célèbre chanson Minji Balina, Tala Saut. C'est l'inverse. C'est de la montagne qui est venu justement le cri de la révolte, qui est venu la révolution, qui est venu le combat. Et l'écho, c'était dans la plaine. Et là, il veut absolument inverser, c'est-à-dire travestir l'histoire. On va revenir, Monsieur Hirsch. Avec nous, Hassan Nait Amara. Hassan Nait Amara, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hassan Nait Amara, on se demandait comme première question qui a rédigé cette lettre. Est-ce que c'est Bouteflika et est-ce que c'est pas Bouteflika? Vous savez très bien que dans la fonction du président, il a ses conseillers. Donc, quand on voit des messages envoyés, ça se passe à tous les niveaux d'État, au niveau de tous les présidents. Il a des conseillers qui lui rédigent quand il s'agit d'un domaine économique, quand il s'agit d'une lettre de félicitations, de condoléances, des échanges entre chefs d'État. Donc, le chef d'État, il a ses conseillers qui lui rédigent des lettres selon les occasions et les événements. Ce n'est pas lui-même qui rédige, qui prend le stylo. Et après, lui, il a le dernier regard pour valider son message, parce que c'est son message, c'est en son nom qui sera lu, ou bien la lettre en son nom qui sera envoyée ou transmise à qui de droit. Donc, à ce niveau-là... Justement, on parle de cette validation, justement, Hassan Nait Amara. Et surtout que ces lettres, justement, maintenant qu'on a l'habitude de recevoir ce genre de lettres, on a l'impression que c'est toujours les mêmes propos, c'est toujours les mêmes déclarations. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas du copier-coller? Je ne dirais pas. Bon, je ne peux pas me prononcer dans la mesure où me verser un peu dans le discours, me fier aux rumeurs et puis à ce qui se fait dans la rue. Alors, en ma qualité de journaliste, il faut que je vérifie l'info, il faut que je sois sûr des propos que j'annonce, pour que ce ne soit pas un petit peu des propos comme ça pour satisfaire ceux qui vont m'entendre, de les dire, mais pour dire qu'il a validé, c'est lui qui l'a écrit, il faut que j'insiste, il faut qu'il soit présent donc, dans la salle de rédaction. Donc, me dire que c'est lui ou c'est pas lui, donc je n'ai pas l'info pour me prononcer là-dessus. Restez avec nous, Hassan Nait Amara. Brahim Younsi, comme Bouteflika dit, vous êtes sous la protection de Dieu, de l'État et de la loi. Est-ce que, bon, Dieu, on est tous sous sa protection, on ne parle pas de Dieu, mais la loi, est-ce que vraiment un journaliste en Algérie aujourd'hui est sous la protection de la loi? Non. Non, justement. On voit des emprisonnements de journalistes pour des faits mineurs, parce qu'ils ont fait tout simplement leur travail. Il y a des journalistes qui sont accusés, comme Saïd Chitour, par exemple. Chitour, oui. Bon, sans aucune preuve. On lui reproche d'avoir fait de l'espionnage, d'avoir donné des documents confidentiels ou classés confidentiels. Tout comme secret aussi. Secret défense. Alors que ceux qui l'accusent n'apportent aucune preuve. Et dire, bon, moi j'ai été journaliste, mais jamais un journaliste ne peut avoir de ce type de documents classés confidentiels si on ne le lui a pas remis, s'il n'a pas été l'intermédiaire entre un haut gradé de l'armée algérienne ou des services de renseignement algériens avec une puissance étrangère. Or, je ne crois pas que ce soit le cas. Donc, cet homme-là, ce journaliste-là, a été mis en prison. Il est en prison depuis près de 17 mois sans qu'on ait apporté la moindre preuve de sa culpabilité. La moindre. D'abord, il n'a pas été traduit devant la justice. Ouais, pas du tout. Bon, ensuite, est-ce que nous connaissons de la censure et des cas de censure? Oui, il y a la censure quotidienne et de l'autocensure, parce que les journalistes ont peur d'être mis en cause s'ils dénonçaient telle ou telle chose, parce qu'ils sont arrêtés et ils sont emprisonnés. Ensuite, Abdelaziz Bouteflika dit qu'il y a un renforcement de l'état de droit, alors que
nous voyons que le droit n'est pas appliqué dans ce pays, y compris la Constitution. Et les derniers événements en apportent le témoignage, en sont la preuve, que le droit, que la loi n'est pas respectée, n'est pas appliquée. On bafoue même, on viole même les textes les plus fondamentaux du pays. Et Abdelaziz Bouteflika, je crois que c'est une récitation qui revient tous les ans, à diverses occasions d'ailleurs, où il nous parle de l'état de droit, où il nous parle de la consolidation de la loi, etc., alors que la loi n'est pas appliquée, et si elle l'est, elle n'est pas toujours bien appliquée. Monsieur Hassan Hirj, quand Bouteflika parle justement de la protection de notre société contre les complots ou les manœuvres politiciens, il veut parler de quoi? D'abord, quand il dit... On parle de complots dans l'intérieur et l'extérieur aussi, oui, dans cette lettre. Mais ça c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a la crise, à chaque fois qu'il y a des problèmes, etc., c'est toujours un complot. Il y a cette maladie-là des dirigeants algériens. Mais je voudrais quand même attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que quand il dit que les journalistes et la société sont protégés par Dieu, l'État et la loi, ouais. C'est-à-dire que quand il arrive qu'ils ne sont pas protégés, à savoir par exemple des journalistes en prison, quand il y a des médecins qui sont tabassés, quand il y a des écoliers qui sont tabassés, ainsi de suite, ça veut dire que Dieu ne leur apporte pas la protection. C'est-à-dire que l'État a fait son travail. C'est-à-dire qu'ils remettent, en fait, quand ils mettent sur un même pied d'égalité Dieu, l'État et la loi, c'est-à-dire qu'ils instrumentalisent la religion. Ils instrumentalisent Dieu. Ça n'a absolument... Ça c'est très important de relever, parce que qui, aujourd'hui, réprime? C'est l'État. Qui, aujourd'hui, détourne le droit? C'est l'État. Qui, aujourd'hui... emprisonne les journalistes, les blogueurs. Absolument. Qui, aujourd'hui, gère le pays dans l'opacité? C'est l'État, c'est le régime algérien. Aujourd'hui, les journalistes ne savent pas ce qui se passe. Il y a 5 généraux qui ont été mis en prison du jour au lendemain. Est-ce que les journalistes ont pu faire des enquêtes? Est-ce qu'ils ont pu interroger les concernés? Est-ce qu'ils peuvent faire un travail là-dessus? On ne sait pas ce qui se passe. C'est l'opacité, c'est comment dire, c'est le fait du prince. Et là, je pense, j'ai une pensée pour le journaliste saoudien qui a été torturé, découpé certainement en morceaux, etc. Mais on en est un petit peu dans ce cas de figure. Hein. Psychologiquement, les journalistes algériens, aujourd'hui, ils ont une épée de Damoclès sur eux. Quand on voit le journaliste qu'on vient de citer, M. Chitour, et qui subit les foudres de la répression de l'État algérien, ouais. Ben, on se pose des questions. Quand on voit qu'on sait qu'il y a eu des journalistes qui sont morts en prison. Il y a quelque temps, il y avait un journaliste qui a été tué Mohamed Tamalt, oui. Tamalt. Absolument. Donc, moi, les dépassements, justement, c'est tout cela. Et quand on demande aux journalistes de dévoiler des dossiers de corruption, des dépassements des favoritismes, etc., ben, ça a été fait par un certain nombre de journalistes. Il y a eu des révélations par Wikileaks. Il a demandé aux journalistes de dénoncer les dérives. Oui, il les dénonce. Mais quel est le résultat? Est-ce que les dérives avec... Est-ce que la justice fait son travail après? Oui. Est-ce que tous les dossiers avec la Sonatrach, avec l'autoroute Est-Ouest, avec l'affaire Khalifa, l'affaire des généraux, la cocaïne. L'affaire des généraux, la cocaïne, avec Shakib Khalil, avec Bouchouareb, avec l'affaire des comment on appelle ça, des Pana Papers. Oui, il y a eu des révélations qui n'ont jamais été démenties. Oui. Il y a un certain nombre de gens du pouvoir qui ont amassé des fortunes. Il y a plein de rapports aussi qui ont été remis au président de la République, mais suite n'a jamais été donnée à ces rapports. Donc voilà, le chef de l'État se moque du monde aujourd'hui. Ceux qui écrivent pour lui, soit continuent de le salir, et de toute façon, quand il avait ses capacités cognitives, et c'était la même politique.
Et les dérives, une des premières dérives, c'était le premier mandat de Bouteflika contre les autres, les autres candidats, Oui, puisqu'il a été appelé par l'armée, imposé par l'armée. Le deuxième mandat, c'était pareil. Le troisième, il a fallu changer la Constitution. C'est une grave dérive, ça a été dénoncé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a eu un quatrième mandat où il n'a pas été capable de s'adresser aux Algériens. Et peut-être un cinquième mandat aujourd'hui, il ne peut pas non plus s'adresser. Donc, si l'on veut vraiment que l'Algérie devienne un pays, un vrai pays, devienne une puissance de la région, il faut redonner la parole au peuple algérien. Il faut laisser la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Voilà, donc... c'est là où la loi, parce qu'on ne respecte pas la loi précisément. Quand on peut changer la loi, quand le président de la République intervient pour changer la Constitution, pour s'octroyer un troisième mandat, un quatrième, un cinquième, voire un sixième, c'est que la loi n'est pas respectée. Pas du tout. On voit les dérives à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parfaitement. Est-ce que la loi est respectée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui est censée justement légiférer? Tout à fait. Ce qui me semble important entre le dialogue que vous venez d'avoir et la question que vous avez posée, c'est l'échéance à laquelle il fait allusion, l'échéance politique. Oui. De quelle échéance parle-t-il? Il ne peut s'agir que de la présidentielle. Moi, je mets des guillemets, de la fausse présidentielle qui arrive. Hein? De la continuité, comme ils l'appellent. Bon, c'est ça le problème. Mais aussi, dans ce texte, il fait allusion aussi à ce qui vient de se passer tout récemment. Oui. Il parle de Front populaire. Oui. Hein, si j'ai bien les risques externes... L'immunisation de l'Algérie, du Front populaire. Ce Front populaire est déjà, entre guillemets, mis en place. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a vu la réunion de ces chefs hier de ce qu'on appelle... au palais du gouvernement. On va en arriver justement. Pourquoi ces gens se rencontrent au palais du gouvernement, qui est une institution de l'État? Voilà. Ce n'est pas partisan. Donc la loi n'est pas respectée. La Constitution n'est pas respectée. Quand des partis, quels qu'ils soient, que je sois favorable, d'accord ou pas d'accord avec eux, manifestent. On les empêche de manifester, alors que le droit de manifester, de se réunir, etc., est reconnu par la Constitution. On les empêche de manifester. On les empêche de faire leur travail, le travail qui est celui du parti politique. J'ai quand même une question... Dans le même ordre d'idée. Oui. Aujourd'hui, même des cafés littéraires sont aujourd'hui réprimés, interdits. Oui, c'est vrai. Voilà. Dans le fond, en fait, la lettre, alors cette version en français et la version en arabe, ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas lu la version arabe. Alors je voulais justement vous poser la question, est-ce que c'est normal ou c'est la traduction qui est fond, je ne sais pas. Pourquoi logiquement, non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Principe, si c'est le texte arabe qui a été écrit en premier, on doit faire la traduction du texte arabe. Ce n'est pas une autre version que l'on donne en langue française. Alors cet extrait, la protection de notre société contre les complots, les manœuvres politiciens. Malheureusement, nombreux, chaque fois que notre pays a rendez-vous avec une importante échéance politique, il n'existe pas dans la version française. Mais en arabe, il dans existe. La version française. Bien, oui. Donc moi j'ai lu une traduction, où cela existe. C'est le journaliste qui a fait la traduction. Oui. Mais dans le texte intégral en français, cet extrait n'y est pas. Où il a été enlevé. Oui, pourquoi? Où il a été enlevé. Précisément parce qu'il fait allusion, il fait référence... À ces complots politiciens. Bien sûr, évidemment. À ce qui se passe aujourd'hui, où la contestation contre un cinquième mandat, lui, l'a traduit par un complot qui vise le cinquième mandat. On va demander à Hassan Amara, il semble qu'il connaît très bien. Hassan Amara, pourquoi cette différence entre la version en arabe et en français, s'il vous plaît? Écoute, au même titre que mes confrères, bien sûr ceux qui sont sur le plateau, donc j'ai lu la version française, la version en français de la lettre, mais j'ai pas lu la version en arabe. Oui, j'ai pas lu, donc je ne sais pas si c'était une version, si c'était mal traduit. Donc, mais je n'ai pas lu la version en arabe. Hassan Amara, Bouteflika parle de plus de 150 titres, justement, dans la presse écrite, plus de 20 chaînes de télévision. Est-ce que cela
peut dire qu'on a une démocratie, on a une liberté d'expression. Est-ce que c'est suffisant justement de citer ces chiffres? Oh, écoutez, bon, citer les chiffres, citer donner le nombre de journaux qui existent, c'est une réalité. Puis Oui, mais est-ce que c'est une preuve, dire que, voilà, dans notre pays, on a quand même 150 titres, on a 20 chaînes, donc il y a de la liberté d'expression? Bah, je dirais que les titres que nous avons comme titre, le nombre de titres, le nombre de chaînes télé, mais après, il faut parler, il faut discuter, il faut justement parler de contenu, de la qualité fournie par la presse, par les chaînes télé, par les journaux qui existent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème qui se pose déjà, il y a la formation qui fait défaut. Oui. Aujourd'hui, nous recevons dans nos journaux des gens qui sortent des écoles, de l'école supérieure du journalisme, et parfois ils arrivent dans des rédactions, c'est des trilingues en fait. Ils n'ont pas la maîtrise non seulement de la langue, mais des techniques carrément rédactionnelles. Donc vous lui demandez de rédiger librement avec la langue qu'elle maîtrise, soit l'arabe ou le français, parce que ce sont généralement les deux langues qui sont courantes dans la presse nationale, soit francophone ou arabophone, mais on a vraiment des difficultés à trouver un journaliste qui puisse être encadré pour justement être un futur journaliste. Donc nous n'avons pas, il y a déjà la qualité du journaliste, des jeunes journalistes qui sortent des écoles et qui arrivent dans le monde du travail, dans des journaux, mais pratiquement il faut former à zéro, donc il faut carrément préparer dès le début. Donc il y a donc avec un produit pareil, donc il faut s'interroger après sur la qualité de la presse, sur la qualité du journalisme et de la presse qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pratiquement relatif. À mon sens, quand la formation fait défaut, nous n'avons pas la formation de qualité, je crois ça se répercute sur la qualité du journalisme. Restez avec nous, Hassan Naïtamara. Brahim Youssouf, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous ai vu. On a toujours dit de la presse algérienne qu'elle était la presse la plus libre du monde arabe. Il y a une liberté de ton. Quand on lit, c'est vrai, les journaux algériens, il y a une certaine liberté de ton. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce qu'elle est vraiment libre? Est-ce que, comme le dit Abdelaziz Bouteflika, il y a 150 titres, et il dit bien titres. Oui. Il ne dit pas journaux, il dit des titres. Et ensuite, nous savons qu'il y a beaucoup de journaux qui travaillent dans l'informel. Surtout quand il parle des chaînes de télévision, les 20 justement, ils sont tous de droit étranger. Oui, d'une part. Et beaucoup aussi de sites de journaux électroniques sont dans l'informel. Et pourquoi on ne parle pas de la télé, pourquoi on parle de la chaîne Al-Watan qui a été fermée justement? Il y a plusieurs chaînes qui ont été fermées. Les journaux, combien? Bien sûr, il y a beaucoup de journaux qui ont été fermés ou qui meurent parce qu'ils n'ont pas de publicité, parce qu'ils n'ont pas de lecteurs aussi, il faut le dire. Trouver des lecteurs 150 titres dans une société qui ne lit pas toujours et qui n'a pas les moyens, parce que les journaux coûtent aussi relativement cher pour la population. Et il y a des journaux qui n'ont pas les moyens financiers pour exister parce qu'ils n'ont pas suffisamment de lecteurs. Si on ne leur donne pas de la publicité, ils meurent les uns après les autres. Et souvent, il y a le chantage aussi à la publicité. Ils ne peuvent pas avoir de la publicité du secteur privé parce qu'ils n'ont pas suffisamment de lecteurs. Mais la publicité dite curieusement institutionnelle, c'est un moyen de chantage sur les journaux et les journalistes. Oui. Alors, sinon, M. Younsi, quand justement le président parle, la lettre parle du Front populaire pour immuniser l'Algérie, justement, contre les risques externes. De quoi il parle? Mais pas seulement. Je crois que ce Front populaire... Après, on revient justement dans les risques internes. Je crois que la seule institution qui puisse faire face aux risques externes, c'est l'armée. Absolument. Bon, s'il y a des risques externes... Alors pourquoi pas parler de ça aux journalistes? Non, je pense qu'ils visent l'opposition de toutes les façons. Le Front populaire est en train de se construire,
mettons beaucoup de guillemets, à populaire. Il y a peut-être un point, mais il est anti-populaire. Bon, si on va au fond du message que Bouteflika a lancé, ou le message qu'on a lancé en son nom sur les réformes économiques, notamment, on peut en parler, parce que nous allons vers la route de la servitude libérale, comme dirait, pour reprendre Hayek. Mais la question du Front populaire existe. Le Front populaire est en train de... Et puis, c'est un peu honteux de dire cela. Oui, mais le risque externe... Parce que ça fait référence au Front populaire de 1936. Oui. Et puis, nous n'arrêtons pas de prendre les sigles. Bon, oui, absolument. Et puis, on sait comment le Front populaire en France a terminé. Mais est-ce que je pourrais comprendre par cette déclaration que peut-être il parle de Hassan Hirish, et il parle de vous, il parle de Magharibia, je ne sais pas, il y a des opposants qui sont à l'extérieur. Oui, non, pas forcément, mais à mon avis, il vise d'abord le front intérieur, à mon avis. Personnellement, je l'ai dit d'ailleurs ici à plusieurs reprises sur cette chaîne, personnellement, je pense qu'effectivement, l'Algérie est relativement menacée. Elle est menacée parce que la conjoncture internationale, géopolitique et tout ça, est une conjoncture menaçante. On a vu ce qui s'est passé dans les pays voisins. Ça va du Mali à la Libye, la Tunisie, en passant par l'Égypte, l'Irak, la Syrie, etc. Donc, l'Algérie a 6300 km de frontières et 1200 km de côtes. Donc, forcément, ce grand pays-là subit des menaces de toutes sortes. On voit le terrorisme, on voit le grand banditisme, on voit les idéologies du Moyen-Orient qui viennent chez nous et puis qui s'installent impunément, des financements de saoudiens dans les mosquées, etc., algériennes, dans les quartiers, les associations, etc. Tout ça, c'est des menaces. Mais le seul front populaire possible, c'est le peuple algérien. Parce qu'on a vu l'armée irakienne, c'est une armée absolument puissante. Comment elle n'a pas pu résister face à l'adversité? Pourquoi? Parce que Saddam Hussein était un dictateur, Saddam Hussein a réprimé son peuple, et donc effectivement, à partir du moment où un peuple est réprimé, à partir du moment où on empêche un peuple de prendre sa destinée, d'être un acteur, d'aimer son pays, aujourd'hui l'Algérie c'est une vaste salle d'attente. Tous les Algériens ont envie d'avoir un visa et partir à l'étranger. Malheureusement, oui. Oui, ce qui veut dire que le vrai rempart, qui est le peuple algérien, aujourd'hui est affaibli. L'armée ne peut rien faire sans l'adhésion du peuple. On a beau acheter des armes à la Russie, à la Chine, on a beau s'équiper, on a beau faire des manœuvres aux frontières, ce n'est pas ça qui peut menacer justement les adversaires, les ennemis potentiels de l'Algérie. Ce qui peut le menacer, c'est la cohésion sociale. C'est le fait que l'Algérien se sente chez lui. C'est le fait qu'il se sente respecté. C'est le fait qu'il soit acteur de son destin. Je vois par rapport à l'école aujourd'hui de Tamazirt, comment toute cette lutte depuis des décennies et des décennies, il y a des familles qui disent nous, on ne veut pas de l'enseignement de Tamazirt, donc on déstabilise le pays. Aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, en Kabylie, il y a des jeunes qui se prennent en main, qui disent si vous ne voulez pas notre langue, nous aussi, on ne veut pas notre... Tout ça, c'est parce que, justement, il n'y a pas une cohérence dans la politique des pouvoirs algériens depuis l'indépendance, qui a été confisqué, et on continue toujours dans le même sillage. Donc le peuple algérien, tant qu'il est bâillonné, le pays est fragilisé, et dangereusement fragilisé. Hassan, Ce qui est arrivé là au Venezuela peut arriver demain à l'Algérie. Hassan Bouteflika demande aux journalistes justement de dénoncer les dérives. Vous êtes journaliste en Algérie. Est-ce que c'est facile justement de se prendre à Ouyahia, à un Gaïd Salah, à un général, à un colonel, parce que la dérive est là aussi? Je crois le journaliste tel qu'il fait son travail, qu'elle soit en Algérie ou ailleurs, il ne joue pas le rôle du juge, ni il ne fait pas le procès des autres. Mais comme vient de le dire sur le plateau notre ami
Hassan, c'est qu'il y a une liberté du temps. Donc on voit certains journaux, certains écrits, notamment les caricatures. Donc on est vraiment, on utilise, donc on est vraiment, on critique des responsables, qu'ils soient, quand vous dites la personne du président, du Premier ministre, et même des généraux. Donc je crois, quand on voit certaines caricatures dans certains journaux, des écrits, tout ce qui s'ensuit, il y a une liberté du temps. Donc là, ça ne pose plus une menace. Donc, Oui, bah, encore heureux, mais ce n'est pas suffisant. comment ça, c'est pas suffisant? Donc après, quand vous versez dans ce qu'on appelle peut-être l'invective ou l'insulte ou le dénigrement, là, et après, vous tombez dans le truc de la loi. Donc le journaliste aussi doit apporter la preuve de son écrit, des informations qu'il a données, qu'il a diffusées. Donc aussi, le journaliste doit faire attention, sinon lui-même, il est après, quand il est interpellé par la loi, il doit quand même avoir des trucs pour se défendre. Donc des preuves de ce qu'il a écrit. Mais après la critique ou faire le truc, je crois, dans la presse nationale, on est des articles, des caricatures, on voit des caricatures qui sont vraiment critiques par rapport aux personnages de l'État, par rapport aux responsables de l'État. Oui, oui. Donc, sur ce plan, il y a la liberté du temps. C'est pas uniquement moi qui le dis, mais peut-être des partenaires de l'Algérie, et puis aussi des gens qui... puis aussi, il y a une donne aujourd'hui qu'il faut quand même aussi, à laquelle il faut donner de l'importance, qui a les réseaux sociaux aujourd'hui. Le journaliste ne peut pas être bâillonné dans la mesure où les réseaux sociaux, même vous êtes ici en France et vous êtes en Angleterre, vous êtes n'importe où dans le monde, mais vous pouvez diffuser un message et le Facebook ou le réseau social est un support qui peut justement supporter tous les genres, qu'il soit un texte, une image, le son. Donc, on peut être journaliste, même écrire sur un événement qui se déroule en Afrique du Sud tout en étant au nord de l'Afrique. Donc, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Donc, je crois on ne peut pas être bâillonné. On ne peut pas bâillonner quelqu'un tant que, justement, et ces réseaux sociaux deviennent justement une menace aujourd'hui pour la presse traditionnelle, ce qu'on appelle la presse écrite. Parce que quand on parle de la main publicitaire, quand on parle un peu des financements qui manquent, parce que aussi les annonceurs trouvent des moyens, des supports pour mettre leur argent, pour justement une meilleure visibilité de leurs produits, de leur entreprise. Donc ils fuient de plus en plus la presse écrite parce que ça ne rapporte plus en termes de marketing. Donc il est arrivé à certains journaux, aux gros journaux aux États-Unis, en France, en Espagne, un peu partout dans le monde, il y a des grands journalistes québécois qui a abandonné sa version papier pour justement se convertir en ligne, donc la version Internet, électronique. Donc, ces problèmes-là, ces contraintes-là, je crois aussi la presse algérienne ne peut pas être épargnée. Donc, le problème, aujourd'hui, le grand problème pour le journaliste algérien, c'est que la fin du mois, est-ce qu'il garantit son salaire? Là aussi, la crainte, c'est qu'il y a des entreprises de presse qui sont déficitaires, vraiment déficitaires. Le journaliste est devenu vraiment une inquiétude parce qu'un père de famille journaliste, il est citoyen, il a une famille à nourrir, donc il pense aussi à son avenir. Donc oui, Hassan. Aujourd'hui, ce sont là les problèmes auxquels la presse algérienne ou le journaliste fait face. Triste réalité. Merci Hassan, restez avec nous. Brahim Younsi, vous parlez tout à l'heure du Front populaire et on a fait référence justement à Ould Abbas parce que beaucoup diraient aussi que ça aussi c'est un Front populaire par rapport à ce qui se passe à la PN, à Bouhadja. Et là on a vu donc les 5 se réunir hier. On a eu une petite vidéo justement de cette réunion et on continue. وكان نقاش حول مشروع قانون المالية مثل ما عملنا في السنة الماضية
باش ننسق وننظم أمورنا، والقانون سيناقش في الأسابيع المقبلة في مجلس الشعب الوطني. أما موقف الحكومة وتحاليل الحكومة على مشروع قانون المالية، أعتقد أنها تتفق معي، جات كلها بكل التفاصيل في بيان مجلس الوزراء اللي انعقد منذ حوالي 3 أسابيع. ما يتعلق بالأفلات، ما اكتشفناه في قانون المالية هو كل ما يدافع عليه الأفلات. يعني قانون المالية مثالي لصالح الشعب، صالح فئات الهشة وكل المواطنين بصفة عامة. ما يدافع عليه الأفلان مبدئيا منذ أول نوفمبر موجود بهذا القانون، لهذا احنا ندعمه بارتياح وبقناعة. نحن ثمنا قانون المالية خاصة في بعده الاجتماعي للطابع اللي جابيه من خلال Brahim Younsi, c'est quand même grave, non? C'est très grave. Ces gens qui se réunissent justement Au palais du gouvernement. Au palais du gouvernement, au lieu de faire... C'est des débats qui se font normalement à l'APN pour parler de la loi de finances. C'est l'utilisation des moyens de l'État, d'abord. Oui. Et nous glissons peu à peu vers le système des partis. Et c'est très dangereux. Mais permettez-moi de revenir 2 minutes sur la question de la presse. Oui. Que M. Aït Amara a soulevé très justement. Le travail de journaliste en Algérie, c'est pas facile. Qui est extrêmement difficile. Oui. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui prennent des risques, qui font des investigations. Non, mais en Algérie singulièrement, des journalistes, parce que ce n'est pas l'habitude, qui essayent en tout cas de percer les murs, de faire de l'investigation. La question qui se pose, la presse algérienne n'a pas réussi à le faire parce que beaucoup de journaux ne sont pas autonomes, parce qu'ils impriment dans l'imprimerie nationale, qui peut à tout moment les censurer, qui peut à tous les mois arrêter l'impression, etc. Et la question qui se pose, la presse qui n'est pas non plus... Contrairement à l'Ouatan et Al-Khabar, je pense. Oui, contrairement à l'exception de 2 ou 3 journaux qui ont leur propre imprimerie. Oui. Mais tous les autres impriment, c'est l'État qui leur imprime. Et beaucoup, M. Naït Amara le disait, ont des dettes à l'égard de l'État, de l'imprimerie de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont tenus. Dès qu'on veut, on veut le refermer, on leur dit vous payez vos dettes, et sinon vous fermez la boutique. Donc beaucoup font profil bas. C'est la raison pour laquelle aussi... Est-ce qu'il y a un autre choix, justement? Pourquoi faire profil bas? Oui, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il vient de donner certaines raisons. Bon, il faut qu'ils vivent, c'est leur métier aussi. Bon, ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est ça le problème. Mais si la presse, l'ensemble de la presse, s'unissait, il y a véritable syndicat, de la presse deviendrait... Et on connaît très bien le problème des syndicats en Algérie. Et la presse deviendrait ce 4e pouvoir que nous souhaitons qu'elle soit. Absolument. Alors qu'elle ne l'est pas véritablement encore. Sur la question que vous me posiez, vous pouvez me la répéter? Sur justement le Front populaire, on parle des 5 qui sont réguliers. D'abord, on utilise les moyens de l'État. Voilà, quelques partis soumis au pouvoir, soumis au système, qui utilisent les moyens de l'État. Parce que, M. Younsi, à la façade, on dit qu'on parle du PLF, mais en vrai, apparemment, hier, ils ont parlé surtout du successeur de Bouhadja. Oui. Il faut appuyer Justement, c'est la raison pour laquelle. Bouteflika dit qu'il faut combattre les dérives. Oui. Ça, c'est une dérive. Oui. Et une dérive extrêmement grave si nous nous acheminons vers le système des partis. Nous savons ce qu'a donné le système des partis. L'instabilité chronique. Or, je soupçonne qu'on veuille aller vers un système des partis et vers plus que des coalitions, des clans qui se forment contre d'autres clans sur le terrain politique. Monsieur Hassan Hach, est-ce que c'est une forme de dire aussi que nous sommes l'Algérie, vous êtes la populace? Oui, tout à fait. Et on demande aux journalistes de s'occuper de la morale de la vie publique. Oui. Comment un journaliste algérien peut s'occuper de moraliser la vie publique dans la mesure où on sait que pour un oui ou pour un non, il peut être arrêté, condamné pour
soi-disant attaque à corps constitué, soi-disant pour attaque au symbole de l'État. Comment voulez-vous que les journalistes fassent véritablement leur travail à partir du moment où il n'y a pas de liberté véritable de la presse? Pourquoi il n'y a pas véritable liberté? Parce que de toute façon, non seulement il y a des garde-fous qu'on ne peut pas dépasser, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été confectionnés par des journalistes, mais qui n'ont jamais eu de suite. On en a parlé tout à l'heure, l'affaire Sonatrach, l'affaire de l'autoroute, etc., l'affaire des Panama Papers, Wikileaks, toutes les révélations qui ont été faites, bon, ça n'a pas été suivi des faits. Et puis, dans un pays libre, dans un pays où la presse est libre, on peut créer un journal du jour au lendemain sans avoir à demander, s'il vous plaît, l'autorisation au ministère de l'Intérieur, est-ce que je peux créer un journal, etc. On a vu l'affaire d'Al-Khabar, qui est un journal privé qui pouvait changer de main et avoir une respiration financière avec le groupe Cévital. On a vu comment l'État est intervenu pour empêcher une vente privée dans un secteur privé. On n'a pas la possibilité. Jusqu'à aujourd'hui, 55 ans après l'indépendance, il n'y a pas de radio libre. Il n'y a pas de télévision véritablement libre sur le terrain. Aujourd'hui, El Maghribiya est obligé de s'installer à Londres et à Paris pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir parler aux téléspectateurs, pour pouvoir inviter des intellectuels algériens, des politiques algériens, etc. Donc, franchement, aujourd'hui, le chef de l'État est vraiment mal placé. Après 20 ans de règne, est très mal placé pour donner des leçons de liberté de la presse, dans la mesure où, même dans sa lettre, on demande aux journalistes d'être militants et non pas d'être journalistes. Brahim Younsi, pour répondre à notre question justement, est-ce que l'Algérie est en danger quand lisons cette lettre? Hassan Hiresh, on a parlé tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des menaces. Bien sûr qu'il y a des menaces. Bien sûr que des problèmes géopolitiques se posent, et nous le savons. Comme tous les pays de la région. Oui, absolument, et d'autres même ailleurs. Mais il y a de sérieux, il y a un désordre international. Il y a un désordre international, et l'Algérie fait partie... Elle n'est pas préparée pour faire face à ce désordre. Non, elle n'est pas préparée. Elle n'est pas préparée, justement. Elle n'est pas préparée parce que tu as parlé de la cohésion. Et cela est important. Et est-ce qu'ils veulent faire face aussi? Mais simplement, bon, c'est à l'armée de défendre le peuple, ce n'est pas au peuple de défendre l'armée. Mais quand il y a une cohésion, comme tu le disais si bien, effectivement, on est plus fort. C'est clair. Mais même la guerre de libération nationale, sans la participation du peuple algérien, l'ALN n'aurait jamais rien pu faire. Nous sommes effectivement dans une autre conjoncture, mais... Bon, concernant l'Irak, je crois qu'on lui avait fait croire qu'il était la 4e armée du monde, alors que c'était une armée de plomb. Mais c'était quand même une armée assez solide. Mais dans ce message, il y a quand même cette phrase curieuse qui devrait interpeller chacun. Et nous en avons un petit peu soulevé en filigrane des choses. Mais, agir pour la manifestation de la vérité au service du pays et de son peuple. Mais lorsque, pas seulement la presse, mais lorsque l'opposition agit et pour faire surgir la vérité, on lui donne un coup de bonbon sur la tête, où les journalistes, quand les journalistes le font, ou les journaux le font, comme dans l'affaire Sonatrach, comme dans l'affaire Khlil, il y a des menaces directes. L'affaire Bouchouar. L'affaire Bouchouar et d'autres affaires encore. Oui, plein. Il y a des menaces directes contre les personnes ou contre les journaux. Les biens mal acquis. Tous les gens du régime. Donc comment agir? Qui achètent des biens en Europe. En tout cas, le peuple est marginalisé dans plusieurs questions. Et rien que cette affaire, la récente affaire des généraux et tout. Là, oui, mais le peuple n'a pas encore le combustible qu'il faut. Parce qu'il n'a pas confiance, il faut le dire. Quand on fait une analyse profonde, sérieuse, le peuple, hélas, n'a plus confiance. N'a plus confiance dans ces acteurs qui tournent autour d'une orbite. Et le grand danger est là, justement. Qui tournent autour d'une orbite sans but fait précis. Et c'est très dangereux. Le danger, Hassim Gassem, c'est qu'il n'y a pas d'alternance au pouvoir.
Dès lors qu'il n'y a pas d'alternance au pouvoir, le pays est en danger. Je crois Parce que c'est que ça, précisément, Et il n'y a pas de volonté justement d'aller vers l'alternance. ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir. Aujourd'hui, même si un certain nombre de journalistes sont courageux, ce n'est pas suivi des faits. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas indépendante, parce que la police n'est pas indépendante, parce que les investigations de la gendarmerie n'est pas indépendante. Il n'y a pas véritablement possibilité en Algérie de faire des investigations librement et que ces investigations, quand elles aboutissent à des conclusions effectivement d'affaires révélées, évidentes, eh ben, rien n'est Et pour suivi. cela, il faut revenir à la légitimité populaire. Bien sûr, à la constituante, il n'y a pas d'autre solution. Mais auparavant, il faut nettoyer le champ politique. Par exemple concret, hier. Hier, des journaux, des journalistes et des patrons de journaux se sont rassemblés à la Maison de la Presse. Oui, Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais quand même, il y avait une proposition intéressante à mes yeux, et je crois qu'aux yeux d'autres personnes, était quelqu'un a proposé de faire la une sur Saïd Chitour. Oui. Ce qui était une idée intéressante. Oui. Ce qu'a fait Lointain aujourd'hui. Deux journaux seulement l'ont fait. Deux journaux seulement. C'est vrai. Deux. Vous voyez que les journalistes aussi, que la presse, il n'y a pas de cohésion, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marquent contre leur camp. Votre petite vidéo, là, on a vu Amar Oul, Ahmedou Yahya ou Abbas. Oui. Ces trois-là, ils seraient mieux inspirés à dire au président de la République, écoutez, vous avez régné pendant 20 ans, aujourd'hui les Algériens ont besoin d'alternance. Il faut que ces gens-là s'effacent du pouvoir et laisser la place à d'autres. Ça m'étonnerait que ça va venir de ces gens-là, mais... Non, mais c'est le seul... Non, mais c'est la condition sine qua non pour que l'Algérie puisse faire front aux menaces qui pèsent sur elle et sur un certain nombre de pays dans le désordre que vous avez souligné tout à l'heure. Il faut revenir à la table. On est tous d'accord sur tous ces problèmes, justement. Oui, évidemment, bien sûr. Le problème, c'est que les Khedives ne vont pas demander au sultan de partir. Merci Brahim Youansi, merci Hassan Hirash, merci Hassan Tamara. Cette émission arrive à sa fin. Merci, Bkhawalakh.